Elle est journaliste, productrice, réalisatrice, présentatrice télé et radio. Et accessoirement, elle a trouvé le temps et elle a eu la bonne idée de créer une ONG d'information, la seule au monde, baptisée le Projet Imagine. Je vous prie d'accueillir et d'applaudir Frédéric Bedos. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre et d'être la marraine de cet événement. Alors concrètement, c'est quoi une ONG d'information ? Alors, effectivement, c'est la seule ONG d'information au monde. Donc, du coup, je vous raconte ce que je fais moi. Ça ne veut pas dire que toutes les ONG d'information, s'il y en a dans le futur, doivent suivre cet exemple. C'est d'abord et avant tout le puzzle de ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste. J'ai fait plus d'une vingtaine d'années dans les médias du monde entier. J'aime ce métier plus que tout. Donc, je suis très, très honorée d'être marraine de cet événement aujourd'hui. Et donc, j'aime ce métier plus que tout. Et c'est vrai que au fur et à mesure de ma carrière, moi je viens surtout de l'audiovisuel, j'ai été troublée par une trajectoire prise par l'information dans l'audiovisuel qui était de plus en plus anxiogène. J'ai trouvé que la manière de décrypter le monde diffusait à grande échelle surtout de la peur. Or la peur, c'est la pire des conseillères, c'est ce qui fait qu'on va se replier sur soi et qu'on va stigmatiser l'autre, surtout celui qui est différent de soi, et je sais qu'ici ça vous parle. Et donc, peu à peu, on va bâtir des murs qui nous séparent, alors que les défis d'aujourd'hui appellent à unifier nos forces. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis planétaires qui donc montrent bien qu'il est temps que nous réagissions, que nous réalisions à quel point nous sommes tous sur le même bateau, embarqués dans la même aventure, c'est cette petite planète. Et donc, plus que jamais, il faut qu'on unisse nos forces et qu'on fasse effectivement de nos différences une grande richesse. Et pour réussir ça, Frédéric, ce que vous voulez faire, c'est de l'information, ça passe par là. Et par quel genre d'action, concrètement, quel genre d'action que vous menez concrètement ? Alors la mécanique donc, de cette ONG d'information, notre slogan, c'est « De l'inspiration naît l'action ». Et donc ça montre bien les deux pôles d'activité et c'est fait comme une mécanique. Donc l'inspiration, nous produisons des films, surtout des documentaires, qui vont mettre en lumière par exemple, le parcours d'hommes et de femmes qui font déjà des choses exceptionnelles, donc un peu des hommes et des femmes à l'image de ceux qui reçoivent ce soir des trophées. Je les appelle des héros humbles, parce que ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont l'air bien ordinaires, comme ça, à première vue. En règle générale, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, et pourtant, tous les jours, ils font l'extraordinaire. Alors, ce qui est formidable, c'est que quand on découvre ces portraits de héros, eh bien, ça vient nous toucher en plein cœur. On peut s'identifier à ces hommes et à ces femmes, et surtout, eh bien, ça nous redonne de l'espérance et ça nous donne à nouveau l'envie d'agir, l'envie de se lever de son fauteuil. Et c'est ce que j'appelle faire du journalisme utile, le journalisme qui donne vraiment l'envie de s'engager, de se lever, de prendre part à la marche du monde. Et donc, une fois qu'on a donné l'envie d'agir, eh bien, ce n'est pas le moment de s'arrêter là au milieu du gué, parce que pour beaucoup, ça risque très vite de retomber comme un soufflet, on ne sait pas comment faire, par où commencer. Et donc là, on passe dans notre pôle action. Nous avons des programmes d'accompagnement vers l'action qui nous permettent d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain, donc des programmes dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers sensibles, auprès de publics divers et variés qui font face à différents types de difficultés. Donc une ONG ancrée vraiment dans le réel, très en proximité et très incarnée. Et je vous donne juste un exemple. Il y a 2 ans maintenant, ce moment terrible où nous apprenons l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ça s'est passé dans le département des Yvelines. 48 heures après, c'est vers nous que le département s'est tourné pour nous dire, voilà, on sait que vos programmes dans les écoles pacifient les relations, on a besoin de vous. Et donc, tout de suite, on a mis en place nos programmes dans 5 des communes les plus sensibles de ce département. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de ce que l'on fait. Et parmi les autres actions d'actions concrètes qui ont porté leurs fruits, dans les films documentaires que vous avez produits, il y en a un qui a été visionné par plus de 55 millions de personnes dans le monde, c'est ça, dans 112 pays ?
Oui, en fait, dans les films que l'on produit, il y a donc ces portraits de héros, mais il y a aussi donc des films qui sont sur des thématiques diverses et variées. On vient de donner le trophée de l'égalité femmes-hommes. On a réalisé un film qui a été le premier film à dimension mondiale sur l'égalité femmes-hommes. C'était bien avant MeToo. Et donc on a eu cette intuition, et ce film qui s'intitule Des femmes et des hommes a été vu effectivement par 55 millions de gens, et surtout il a reçu une très grande reconnaissance au plus haut niveau. Il a été sélectionné au Festival de Cannes, il a été présenté aux Nations Unies à Genève, à New York, à l'UNESCO, etc. etc. Ouais, donc et justement cette résonance internationale, le projet Imagine, qui je rappelle a été créé en 2010, oui. Depuis 2017, donc en seulement 7 ans, le projet Imagine, l'ONG, a été reconnu officiellement par les Nations Unies. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et l'ONG ? Alors déjà, on était très surpris quand on a reçu, effectivement, après 7 années d'existence à peine, donc voilà cette reconnaissance officielle. Et en fait, les Nations Unies, c'est à ce moment-là où ils nous ont dit qu'on était la seule ONG d'information au monde. Il y a à peu près 10 millions d'ONG dans le monde. Donc évidemment, je n'avais pas été scanner les ONG pour savoir. Donc c'est eux qui nous ont appris ça. Et en fait, ils m'ont dit, voilà, on a bien conscience que ton ONG est encore assez fragile, mais ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le fait que nous vivons depuis quelques années dans une société de la défiance. On ne fait plus confiance aux paroles officielles, on ne fait plus confiance aux médias, on ne fait plus confiance aux décisionnaires de tout poil. Et ils m'ont dit, voilà, ce qu'on a remarqué, c'est que toutes celles et ceux qui découvrent l'ONG, eh bien, vous font confiance. Et j'ai trouvé que, et donc aujourd'hui, la confiance, c'est le nouveau trésor, d'une certaine manière. Et c'est aussi ce qui va pouvoir permettre au lien social, à la cohésion sociale, de pouvoir voilà, être cultivé, s'approfondir. Et c'est vraiment ce dont on a besoin plus que jamais. Donc j'ai trouvé que c'était très pertinent. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Et on a beaucoup parlé de votre parcours pro qui vous a amené vers cette ONG, mais derrière l'ONG, il y a quand même un parcours de vie assez incroyable qui est le vôtre, qui vous a poussé à mener ce projet-là. Yann, il est bien renseigné. Hein. Oui, tout à l'heure, j'ai dit c'est un peu le puzzle de ma vie, cette ONG. Et effectivement, ça rencontre mon parcours professionnel en tant que journaliste, mais aussi mon histoire personnelle. En fait, au moment où je me pose des questions d'ordre professionnel parce que j'estime que les médias diffusent trop de peur et qu'il est essentiel de diffuser de l'espérance, à ce moment-là, je suis rattrapée par mon histoire d'enfance, une enfance dont j'avais jamais parlé, mais une enfance un peu particulière, puisque j'ai eu la grande chance d'être sauvée quand j'étais petite fille par un couple incroyable du nord de la France. On est dans la banlieue lilloise. Et ce couple ne s'est pas contenté de me sauver moi. On était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont personne ne veut. Et souvent, ce sont des enfants qui soit sont déjà trop âgés, parce que les couples cherchent en priorité à adopter des tout jeunes enfants, voire même des bébés. Et je sais qu'ici, il y en a un qui fait entendre sa voix de temps en temps. Mais non, madame, vous gérez très très bien, il est trop mignon. Et puis, c'est aussi des enfants qui ont eu des parcours de vie très chaotiques et qui, du coup, souffrent de traumatisme. À prendre le risque d'adopter un enfant traumatisé, c'est pas évident, tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Et puis, ça peut être aussi des enfants qui souffrent de handicaps très lourds, trop lourds. Et la réalité, c'est que c'était souvent un petit peu de tout ça à la fois. Et donc, chaque fois que mes parents croisaient le chemin d'un enfant qui était dans cette situation inextricable, ils avaient le cœur brisé, ils se disaient, on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. Et c'est comme ça que petit à petit, la famille s'est agrandie. Voilà. Combien d'enfants au total ? Une bonne vingtaine. Alors parfois on me demande, mais quand tu dis une vingtaine, ça veut dire quoi exactement ? Alors déjà, je dis quand on aime, on ne compte pas, les amis. Et effectivement, c'est pas si évident de savoir le chiffre exact. En fait, il y a eu 16 enfants adoptés légalement, officiellement, qui ont le nom de famille donc, de mes parents. Et puis, il y a celles et ceux qui, comme moi, étaient dans des situations encore plus compliquées administrativement, etc. Donc, on n'a pas le même nom, mais ça ne change pas grand-chose, ce bout de papier, quoi. Voilà. En tout cas, Frédérique Bedos à la tête d'une ONG. Et je précise quand même que sur cette vingtaine d'enfants, qu'on disait inadoptables, c'est ça, hein, ouais. Il y a quand même un petit frère, sans bras ni jambes, qui est devenu sportif de haut niveau, 3 fois champion de France de tir à la carabine, champion d'Europe de foot fauteuil, et il évolue en D1 de foot fauteuil électrique, c'est ça ? Exactement. Et c'est mon petit frère Pierre-Vincent.
Mes parents ont entendu parler de lui alors qu'il avait 2 ans et demi. Il était dans une pouponnière à Tours, où il se laissait quasiment mourir. Et en fait, au moment où mes parents entendent parler de lui, on est déjà une bonne petite dizaine d'enfants en bas âge à la maison, mais ils sont vraiment très troublés parce qu'en fait, les services sociaux leur font part de la décision qu'ils sont en train de prendre, c'est-à-dire que ce petit garçon est arrivé à un âge limite pour être dans une pouponnière. Les pouponnières, c'est pour les bébés. Et en fait, parce qu'il est né sans bras et sans jambes, ils ne savaient pas trop quoi faire avec lui. Et donc, ils avaient pris la décision de le transférer dans une institution psychiatrique alors qu'il était totalement sain d'esprit. Et donc ça a vraiment révolté mes parents qui sont allés à la rencontre de Pierre Vincent. Et je vous raconte ça parce que c'est trop beau. En fait, quand ils sont sortis de cette visite, ils avaient fondu pour lui, quoi. Ils étaient déjà... ils avaient vraiment envie de sauver ce petit garçon, mais ils avaient quand même conscience que là, la barre, elle était encore un peu plus haute que d'habitude. Et donc, quand ils sont rentrés à la maison, ils nous ont réunis, tous les enfants de l'époque, dans le petit salon de la petite maison de l'époque. Et puis, ils nous ont réunis pour nous expliquer la situation de Pierre Vincent et nous demander la permission. Ils nous ont dit, voilà, ce petit garçon, il est né sans bras et sans jambes, et donc si on décide de le prendre avec nous, eh bien, il faudra être attentif à ses moindres besoins. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous aussi, vous puissiez nous aider. Et donc on vous laisse la journée pour réfléchir. Et là, vous voyez les amis, c'est magnifique, parce que le cœur d'un enfant, je me souviendrai toujours, j'étais avec ma sœur Hélène, qui est de Bangalore, Inde du Sud, ma sœur Virginie, qui est de Corée, et ma sœur Cathy, qui est française, sourde profonde. Et on s'est réunis toutes les 4, et puis on essayait de comprendre, ok, de quoi on parle, c'est quoi cette situation. Alors on a pris une de nos poupées préférées, et on lui a enlevé les bras et les jambes pour regarder à quoi ça ressemble. Vous voyez comment les enfants, c'est très concret, quoi. Et puis quand on a regardé cette poupée démembrée, ça nous a paru évident que ça restait un petit garçon, donc en fait on ne voyait pas où était le problème. Et donc ce soir-là, quand on s'est réunis, ça a été un grand oui qui a jailli de nos cœurs à l'unanimité. Et là, il s'est passé quelque chose qui n'arrivait pas souvent, c'est que mes parents se sont mis à pleurer. Et mes parents, s'ils pleuraient, ils pleuraient en cachette. Donc on a compris qu'il se passerait quelque chose de spécial. Et comme tu l'as très bien décrit, Yann, ce petit garçon, ça a été l'ange de la famille. Et grâce à l'amour, à la tendresse qu'il a reçue, il a déployé ses ailes et il est devenu effectivement ce grand champion. On peut l'applaudir. Bravo Frédéric.